Alors bonjour Philippe Murer et merci d'avoir accepté de faire cet entretien pour le cercle Jean Mermoz. Peut-être petite présentation rapide pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes économiste, auteur de plusieurs textes et ouvrages sur la transition énergétique, sur d'éventuels scénarios de la sortie de l'euro. En novembre dernier, vous avez publié Sortir du capitalisme du désastre chez Jean-Cyril Godefroy. Tout à fait. Mais ce dont on va parler ici, c'est du livre que vous avez publié en 2020 et qui est toujours d'actualité, intitulé Comment réaliser la transition écologique. Alors, dans ce Un défi livre, passionnant. un défi passionnant, oui, tout à fait, c'est vrai. Dans ce livre, vous exposez les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ceux auxquels nous allons très probablement être confrontés rapidement, et vous essayez d'apporter des solutions que vous pensez viables, sans pour autant basculer dans le catastrophisme. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est une écologie qui se veut constructive d'ailleurs et pas punitive. Bon, je vous remercie en tout cas pour la présentation. Je vous dis bonjour Émeric et puis bonjour à tous les auditeurs ou les spectateurs. Bien, donc c'est ça, c'est une écologie constructive et aussi qui est patriote, puisque c'est une écologie qui apporte de la richesse et de l'emploi dans le pays plutôt que d'en détruire comme aujourd'hui. D'accord, bah, très bien. Alors, si ça vous convient, on va commencer avec un thème assez central dans le livre qui va permettre, je pense, d'aborder plusieurs sujets, à savoir celui de l'exploitation des sols. Si, par exemple, on prend l'agriculture, secteur hautement stratégique et important aujourd'hui, on constate malheureusement assez facilement qu'on va droit dans le mur aujourd'hui, avec les conséquences que l'on connaît. Alors que ce soit pêle-mêle la destruction des sols, l'influence de lobbies, l'influence de groupes industriels, jusqu'aussi au suicide des professionnels qui sont assez réguliers. Et donc, compte tenu de tout ça, compte tenu des enjeux d'argent qu'il y a derrière, est-ce que vous pensez qu'il soit possible aujourd'hui de revenir à une agriculture vertueuse, 100% bio, comme vous le préconisez, sans qu'il y ait de casse? Et par là, j'entends sans problème économique majeur, pénurie, augmentation rapide des prix, etc. Bien Bon, sûr. on voit par exemple aujourd'hui l'échec du Sri Lanka dans ce domaine, et sachant bien sûr en plus que le contexte mondial n'est pas extrêmement favorable aujourd'hui. Donc est-ce que vous pensez que c'est toujours possible quand même d'arriver à ce but-là? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans une vraie destruction des agricultures, hein, puisque de l'agriculture française, pourtant qui a un des meilleurs sols d'Europe, avec un déficit maintenant agroalimentaire. Si on accepte le vin et le champagne, tout se casse la gueule. Vin et champagne étant des produits de luxe hein, dans la mondialisation. On a les sols qui s'érodent. La moitié des sols sont partis en fait en 100 ans. C'est ce que nous disent les spécialistes des sols. Et effectivement, donc vous posez cette question, est-ce qu'on peut aller vers le 100% bio? Alors oui, mais il faut du temps. L'erreur, par exemple, c'est comme au Sri Lanka, c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre du Sri Lanka a décidé en un an de passer d'une agriculture chimique à une agriculture bio. Alors, évidemment que ça se passe, c'est une catastrophe, puisque si vous avez la même surface cultivée, vous avez 30% de moins environ de productivité dans le bio, donc il vous manque de la nourriture devient plus chère et c'est l'éruption sociale, ce qui s'est passé au Sri Lanka. Donc ça, c'est une bêtise absolue. Si on veut faire une transition, il faut qu'elle soit rationnelle, qu'elle soit progressive et étalée dans le temps. Moi, je propose un plan sur une quinzaine d'années, à peu près. Alors, vous me parlez des lobbies. Alors, les lobbies, en fait, on en parle beaucoup, mais les lobbies, c'est quoi? Parce que moi, j'en ai déjà rencontré. Vous voyez, j'ai rencontré le lobby des semenciers. C'était qui? C'était un monsieur, très rusé d'ailleurs, mais très bien informé, et qui vous informe sur les positions des semenciers. Et vous avez besoin de les rencontrer, ces gens-là, parce ils amènent des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, le lobby des semenciers, moi, j'ai refusé, c'est moi qui lui payais le café, je refusais qu'il me paye à manger pour lui dire que je n'étais pas corruptible. Et ce monsieur m'a expliqué, écoutez, donnez-nous une position claire et nette, que ce soit l'interdiction totale des OGM et de tous les nouveaux OGM qui sont des OGM faits à partir des coupes ciseaux de gènes, le CRISPR Mhm. Cas9. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais par contre, arrêtez de changer tout le temps, tous les 3 ans de position, parce que nous, industriels, on ne sait pas où on va. Donc, vous voyez, ce n'est pas inintéressant.
Non plus, ouais. d'avoir leur Mm. position. Si vous êtes corrompu, ben vous allez faire ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vont vous préconiser de faire en échange de corruption, c'est-à-dire de restaurants de luxe, d'hôtels de luxe, de vacances, de choses comme ça. Si vous n'êtes pas corrompu, ce n'est pas un sujet. Donc, quand on parle de lobby, en fait, on parle de la corruption des gouvernements, Ouais. pas autre chose. Le lobby de la FNSEA sera un problème, par contre, parce que là, c'est un lobby authentiquement puissant qui rassemble beaucoup d'agriculteurs, même si beaucoup d'agriculteurs n'aiment pas la FNSEA qui a un aspect très autocratique et très désagréable pour eux. Et c'est pour ça que ce projet de passer au 100% bio en une quinzaine d'années, il faudra l'établir pour référendum. Si vous l'établissez par référendum et que l'ensemble des Français votent pour ce projet, à ce moment-là, évidemment que tout lobby, même la FNSEA, qui essayera de court-circuiter, sera grillé auprès de la population, donc elle ne pourra pas le faire. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on est dans une triple impasse, en fait, au niveau de l'agriculture française, européenne et occidentale en général. On a des agriculteurs, comme vous l'avez dit, qui n'arrivent plus à vivre et qui ont des surfaces, du coup, de plus en plus grandes puisque des agriculteurs arrêtent, voire se suicident. On a une nature qui s'abîme avec la disparition de 80% des insectes, qui est prouvé en France et dans les pays occidentaux. On a aussi une disparition de 30% des oiseaux en 25 ans et qui s'accélère. Et enfin, on a des consommateurs aussi qui abîment leur santé parce qu'ils mangent des produits qui contraignent des traces de pesticides. Alors, les pro-pesticides vous disent, mais ce n'est pas grave du tout, c'est des traces et ça n'a pas d'impact. Sauf que le gouvernement français lui-même a sorti une liste de 13 pages de pesticides qui sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des pesticides qui agissent et perturbent la santé à très très faible dose, à l'état de trace. Voilà pourquoi il faut absolument changer notre modèle d'agriculture. De toute manière, les pesticides sont là pour tuer le vivant. Or, si vous réfléchissez, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes, en fait, on partage des cellules, des mitochondries, des hormones. L'hormone des hommes et des grenouilles est extrêmement similaire. Et donc, quand vous abîmez le vivant, vous tuez le vivant, même le petit vivant, bah, vous abîmez l'homme aussi. Et je vais vous donner un exemple pour finir de vous convaincre. Les fongicides les plus utilisés aujourd'hui sont les fongicides de type SDHI. En fait, que font-ils? Ils s'attaquent aux mitochondries des micro-champignons. Sauf que l'homme ayant aussi des mitochondries, eh bien, le CNRS a pu montrer que ces pesticides s'attaquent aussi aux mitochondries de l'homme et donc à la santé humaine. Voilà pourquoi il faut absolument passer à, pour moi, à terme, à zéro pesticide. Ouais. Alors, comme vous le dites, ce qui est fondamental, c'est de ne pas détruire le pouvoir d'achat, notamment des Français, puisqu'on a des classes populaires qui sont très paupérisées. On a eu la révolte des Gilets jaunes, on disait qu'ils n'avaient pas d'argent. Là, maintenant, c'est la hausse des prix des énergies. Donc, si on augmente les prix de l'alimentation, qui est un budget très important pour eux, de l'ordre de 20%, évidemment que ça va poser des problèmes sociaux et des problèmes pour ces gens-là qui sont énormes. Moi, ce que je propose, c'est un plan en deux phases pour passer à 100% d'agriculture bio sans perturber ni la quantité produite, ni perturber l'économie ou le social. Il faut savoir que le bio aujourd'hui, c'est 9% des surfaces cultivées. Donc, ce n'est plus un marché de niche, ce n'est plus un tout petit marché. C'est déjà des pratiques qui sont pas mal expérimentées. On a une hausse de 20% par an de la production et des surfaces en bio. Donc, pour moi, la première étape, c'est d'élargir ça pour passer à 25% de production en bio. Il faudra, à ce rythme de croissance actuel qu'on va encore encourager, il faudra à peu près 7 ans. Et quand on aura 25% de surface bio, l'intérêt, c'est qu'on aura un très grand retour d'expérience des problèmes et des avantages de l'agriculture bio. Donc, quand on fera la généralisation, évidemment, on aura un bon recul pour ne pas faire d'erreurs. Comment élargir à 25% en bio? Eh bien, il va falloir accélérer, par exemple, en mettant dans les cantines publiques des enfants et dans les cantines des administrations publiques, il faut que tout passe en bio, ce qui fait un coût qui est relativement peu élevé. De tête, je l'avais calculé dans mon livre, c'est 500 millions d'euros pour que le prix reste équivalent sur les cantines avec du bio. Oui, c'est absorbable. C'est absorbable. Il faut quand même savoir qu'on a des hommes politiques qui vous mentent sans vergogne depuis des dizaines d'années, puisque vous avez sans doute entendu ces propositions de passer en cantine bio. Oui. Sauf qu'en fait, il y a toujours que 3%
de bio dans les cantines. Donc, ça n'a pas avancé, ce sont que des incantations. Il faut que ça soit une obligation avec une durée, par exemple, de 3 à 5 ans pour que toutes les cantines s'y mettent. La deuxième chose, c'est un double affichage des prix. Parce qu'on a un autre problème, je pense que vous l'avez constaté comme moi, c'est le prix très très élevé des produits bio, notamment les fruits et légumes, et des légumes en général. Oui, c'est pas incitatif. Et on se pose des questions, comment cela se fait que des pommes qui sont achetées 25 centimes d'euros le kilo à 30 centimes d'euros le kilo, avec des agriculteurs qui arrivent à peine à en vivre, on négocie au centime près et derrière, ça se retrouve à 5 ou 6 euros chez votre primeur, même des grands primeurs à Paris ou en province. Là, il y a quand même quelque chose, il y a un problème de marge qui disparaît, on ne sait pas où, mais il y a un problème. Et pour le mettre en évidence et pour que les gens puissent acheter des produits de bonne qualité, moi, je propose un double affichage des prix obligatoire. Prix d'achat en vrac à la ferme des pommes, donc 25 centimes, et autre prix, prix de vente du primeur, 5 euros. Le gouvernement informera sur les marges qui sont normales, ce qui permettra de réduire ces prix et d'augmenter la consommation de bio. Autre chose, moi, que je propose, c'est que les subventions soient payées remis sur l'ongle et rapidement. Aujourd'hui, le gros problème de la transformation des exploitations en bio, c'est que c'est quand même compliqué et c'est lourd pour les agriculteurs qui le font. Et en plus de ça, les subventions sont versées au bout de 1 ou 2 ans, parfois 2 ans. Donc évidemment que cette lenteur pose des problèmes à des exploitations qui sont déjà en équilibre relativement fragile. Dernière chose, c'est qu'il faudra faire évidemment, c'est de l'enseignement agricole pour les jeunes qui soient majoritairement en bio, permaculture, etc., pour aller vers les nouvelles techniques. C'est déjà le cas, mais il faudra l'accélérer. Et puis, bien sûr, faire en sorte que l'Institut national de recherche agronomique se spécialise sur le bio et la permaculture et pas sur l'agriculture chimique qu'on veut arrêter. Donc, pour finir, deuxième phase du plan, ça sera, il faut absolument un référendum à partir de ce moment-là, après ces 7 ans où on a élargi le marché, pour dire est-ce que vous êtes d'accord, vous Français, pour passer en 5 à 10 ans, selon les recommandations des experts à ce moment-là, au 100% bio. Parce que là, on a une énorme étape à franchir avec des risques. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord pour passer l'obstacle ensemble le mieux possible. Alors, j'ai calculé, parce que là, à ce moment-là, en fait, on a l'ensemble des techniques qui sont connues, qui sont développées par les chambres d'agriculture, 25% étant bio. À ce moment-là, il faut absolument, on n'a pas le choix, pour que ce coûte le moins cher possible, il faut une subvention de l'État directement pour égaliser à la sortie de chez le producteur les prix du bio et les prix du chimique. On ne va pas faire d'interdiction du chimique, mais on va égaliser les prix par des subventions. Par exemple, vos pommes en bio se coûtent 35 centimes contre 25 centimes aux pommes classiques. Eh bien, on va faire 10 centimes de remise à l'agriculteur pour qu'il puisse les faire partir exactement au même prix. Le coût de ça, il n'est pas nul, mais il n'est pas énorme parce que l'agriculture, c'est 80 milliards d'euros de production. Donc, c'est comme il y a 30% d'écart de prix de revient, grosso modo, ça fait 24 milliards d'euros par an de subventions pour arriver à passer au 100% bio. Donc, pour sauver les sols, la nature, notre santé, je pense que ça vaut le coup de mettre 1% de notre richesse nationale. Ça me paraît tout à fait important. Donc, pour l'agriculture, c'est le bio. Et pour la viande, c'est l'équivalent du label bio, qui est un label rouge qui est pas mal de qualité sans avoir des prix trop élevés. Ensuite, le modèle économique de tout cela. Bien sûr que si l'État dépense 24 milliards d'euros de francs de subventions, ce n'est pas pour subventionner les agriculteurs bio au Brésil, aux États-Unis, au Canada ou en Espagne. C'est pour les subventionner en France. Donc déjà, ces subventions sont réservées aux bio français, ce qui est interdit par l'Union européenne. Il faut aussi que le consommateur voit tout de suite s'il a un produit bio ou pas, donc que ce soit encore plus lisible et au recto de l'étiquette, et que son produit est français ou non. Et il faudra donc tout simplement une chose simple mais efficace, un petit drapeau bleu, blanc, rouge pour toutes les productions 100% faites en France. Et là, vous arrivez à généraliser votre bio en une quinzaine d'années ou peut-être 20 ans maximum. Voilà, tout ça est possible, évidemment, mais ça n'est qu'un rêve aujourd'hui, puisque pour le faire, il faut sortir de la PAC, de la politique agricole commune qui est déterminée par l'Union européenne. On n'a pas le droit de déterminer notre politique agricole en France, c'est l'Union européenne qui la décide. Et évidemment qu'il faut sortir du libre-échange, sortir des règles de concurrence, entre guillemets, libres et non faussées, qui vous imposeraient de subventionner le bio espagnol ou le bio italien.
Et donc, tout ça, ça nécessite évidemment une sortie de l'Union européenne, mais pour trouver des solutions dans beaucoup de domaines, c'est souvent le cas. Oui, en plus, si je me trompe pas, aujourd'hui, en plus, le bio qu'on peut trouver, par exemple, en supermarché, selon l'endroit d'où il vient, n'est pas le même que chez nous. En fait, les normes de bio ne sont pas les mêmes partout aussi. C'est vrai que quand vous achetez du bio qui vient, par exemple, de Colombie, du Pérou, des bananes bio, vous avez peut-être remarqué qu'elles sont de très mauvaise qualité. D'ailleurs, ces bananes Ouais. bio qui sont vendues en supermarché bio sont beaucoup moins bonnes au niveau du goût et de la qualité de la tenue que des bananes, d'ailleurs, qui viennent des Antilles et qui ne sont pas bio, généralement. Alors, effectivement, il y a un problème de cahier des charges parce qu'en fait, c'est par exemple à la Colombie et au Pérou, le pays qui a intérêt à en vendre le maximum, d'établir que qu'elles sont bien bio et qu'elles sont bien produites sur le bio. Donc, si vous voulez, vu que c'est pour des consommateurs français ou européens, ça les intéresse moyennement de regarder à la loupe. Et effectivement, le Sénat a fait un rapport pour montrer que 25% des produits qui pénètrent dans l'Union européenne, des produits agricoles, sont des produits qui ne respectent pas les normes de l'Union européenne. Donc c'est complètement fou. On demande à nos agriculteurs d'être plus propres que les agriculteurs étrangers qui vendent sur nos marchés. Oui, et puis ça aussi, ça dessert justement le bio auprès de l'opinion publique et tout, qui voit quand même que c'est pas des produits forcément de bonne qualité. Ne Tout à sachant fait. pas ça, voilà, ils font le rapprochement et ça dessert un peu le projet. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, on voit une autre petite chose, je me permets une petite incise. Le bio, c'est la première année que ça baisse dans les magasins à cause de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Donc, on voit une autre problématique de l'écologie. On ne fera pas de l'écologie avec des Français appauvris. C'est-à-dire que l'écologie, ça demande quand même un minimum de moyens. Alors, on peut compenser sur l'agriculture et l'alimentation parce que c'est un produit de base, mais en règle générale, ça demande un minimum de moyens pour investir sur des produits plus durables et de meilleure qualité. Et donc, forcément, ça va avec un modèle économique où les Français ne s'appauvrissent pas comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Alors ensuite, vous parlez également des ressources exploitables et notamment des métaux. Tout Vous à fait. expliquez que si nous ne prenons pas les devants, il y aura immanquablement un phénomène de pénurie. Pour éviter ça, vous préconisez le développement du recyclage, mais aussi d'éviter ce que vous appelez les technologies non indispensables. Alors moi, c'est une idée que j'ai trouvée assez intéressante, mais comme c'est une philosophie qui va pour le coup complètement à rebours du tout technologique que nous sommes en train de vivre, est-ce que vous pourriez détailler un peu plus cette idée, sur en quoi ça consiste? Parce que bon, Tout à fait. Alors ça, moi limiter, j'ai repris sur le chapitre sur les métaux que j'ai fait, j'ai repris l'excellent livre qu'a fait Philippe Biwix, qui est un grand écologiste, grand penseur de l'écologie, avec quelqu'un, je crois, qui travaille au bureau minier français, le BRGM. Et donc, c'est un bouquin qui est excellent. Alors, pour revenir, pourquoi est-ce qu'on aura un problème de métaux? C'est-à-dire qu'il y a trois métaux qui sont très, très abondants sur la surface de la planète. Le silicium, l'aluminium et le fer. On n'aura aucun problème de pénurie. Si je ne me trompe pas, le silicium, ça doit composer 30% de l'écosse terrestre. Donc, vous voyez qu'il y en a une disponibilité énorme. Par contre, pour les autres métaux, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, ils sont en quantité très, très faible mélangés à la Terre. Ils sont de l'ordre de 0,1%, 0,01% ou encore plus faibles. Et en fait, ils sont concentrés que dans des filons. Ils ont été concentrés par l'activité volcanique, par l'activité géologique, par l'érosion, par l'activité biologique. Mais ces filons, le problème, c'est que ce que montre le livre de Philippe Biwix, c'est que ces filons, ils s'épuisent. C'est-à-dire que, par exemple, pour le zinc, on a 20 ans de production devant nous, de réserve de production. Pour les autres métaux, on a en général entre 30 et 60 ans de production. Il faut voir que, par exemple, pour un métal qui est essentiel pour l'électricité, comme le cuivre, en fait, le cuivre, on l'exploite dans des mines maintenant à 1% de rendement. Et bientôt, on va passer à 0,5% de rendement. Et au bout d'un moment, il y a un saut, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus dans des filons. Et donc, on se retrouve avec un problème grave. Alors, certes, les réserves peuvent toujours être dépassées, mais n'empêche que ça donne un ordre d'idée où il commence à y avoir le feu sur certains métaux avec des raretés qui arrivent. Donc, un vrai problème. Donc, il faut un recyclage global qui est nécessaire par l'écologie circulaire pour, une fois qu'on a utilisé les objets on les a réparés, et puis finalement on les a jetés, que ces produits, on récupère ces ressources. Donc ça, c'est pas trivial. Il y a San Francisco qui a une politique de zéro déchet. Bon, c'est un peu un titre marketing, mais effectivement, ils font un énorme effort pour cela. Et vous voyez, je vais la détailler quand même parce que c'est intéressant avant de répondre à la suite de votre question. Par exemple, c'est des choses de bon sens, ce n'est pas des choses qui coûtent forcément cher. Que font-ils?
chaque personne à San Francisco a 3 poubelles. Une petite poubelle pour tout ce qui est complètement pas recyclable pour l'instant. Une grosse poubelle pour les déchets alimentaires. Cette poubelle, en fait, va être compostée avec l'ensemble des poubelles de San Francisco. Et derrière, ils font en fait, du terreau qui est revendu peu cher aux agriculteurs. Donc ça, c'est quand même une très bonne idée Mhm. plutôt que de gaspiller de la terre, en fait, quoi. L'autre chose, c'est la troisième poubelle, qui est une poubelle de recyclage. C'est-à-dire qu'on met tout en vrac, ce qu'on peut recycler. Les métaux, le plastique, le verre, etc. Le papier. Et donc, ensuite, il y a des grandes trieuses automatiques dans des centres de tri très automatisés. Et la fin du tri, bien sûr, se fait par l'homme parce que c'est un tri un peu plus fin, un peu plus complexe. Et vous voyez, avec ça, ils arrivent déjà à récupérer de la terre, ils arrivent à recycler de façon beaucoup plus importante parce que ce qui est compliqué, c'est effectivement de trier les produits, le papier pour l'incinérer et faire de l'énergie, le plastique soit pour faire de l'énergie, soit pour le recycler si c'est recyclable. Et c'est ça qui est complexe, quoi. Voilà. Donc, pour arriver à ça et pour arriver à un modèle maximum, il faudra évidemment des produits qui sont éco-conçus, qui sont facilement réparables pour les faire durer le plus longtemps possible et facilement démontables pour les recycler. On a des pistes là-dessus, mais on ne sait pas encore tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on peut avancer. Et en France, des métaux comme l'aluminium et le fer sont recyclés autour de 70%. Et il faut qu'on arrive proche de 100% pour ne Mhm. plus avoir besoin d'exploiter des mines et pour avoir une économie circulaire dans les métaux. Alors, sur l'histoire des basses technologies, je crois que c'est Bill Weeks aussi qui est un des inventeurs du système, du phénomène. C'est vrai que c'est une idée qui est assez choquante parce que, comme vous le dites, on est dans le rêve que la haute technologie va nous sauver. Alors, c'est peut-être vrai pour certains domaines, mais pas pour tout, parce que le problème, c'est que les hautes technologies, c'est des produits très miniaturisés où on a du mal à recycler élément par élément pour les métaux et pour d'autres choses. Et puis, ce sont aussi des alliages très complexes, très particuliers, où ça va être complexe à recycler des alliages fer-vanadium ou avec encore d'autres éléments métalliques qui rendent le recyclage difficile. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut aller tout le temps sur la haute technologie ou aussi parfois aux basses technologies? C'est une vraie question. Comment le faire, comment l'imposer, ou comment faire en sorte que les gens le fassent, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vous donne un exemple sur les voitures. Vous voyez bien que les voitures vont vers la haute technologie, ça augmente les prix, ça rend plus complexe le recyclage. Et franchement, ça n'a aucun un intérêt extrêmement limité pour les utilisateurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Mais après, même au niveau, pour les voitures, hein, c'est un peu schizophrénique au niveau de l'écologie, parce qu'on nous explique bon, que ça va, oui, ça va certes diminuer le CO2, mais derrière, voilà, il va falloir exploiter pour les batteries d'énormes hectares pour récupérer des terres rares et des choses comme ça. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout très écologique, quoi. Bah, disons que si vous voulez, si on le fait qu'une fois, par exemple le lithium, vous avez 300 kilos de lithium sur les batteries. Si vous mettez 500 euros sur le recyclage à celui qui amène une batterie à recycler, et recycler en France, hein, surtout pas recycler n'importe où, n'importe comment. Oui. Déjà, en plus, les métaux, on peut les garder de ce point de vue-là, grâce à cela, quand le produit a été acheté en France. Bah, vous voyez bien que ces batteries, c'est pas possible, on peut pas les jeter, quoi. Je veux dire, il faut avoir des consignes et pouvoir les recycler. Et toutes les voitures doivent être recyclées. Donc, il y a tout un énorme service de recyclage à mettre. Et là, on arrivera rapidement à plus avoir besoin d'exploiter des mines partout ou alors en quantité plus faible, quoi. Donc là, on se rendra de service plusieurs fois. Hmm. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, elles sont pas recyclables, les batteries. Elles le sont, mais c'est un peu foireux parce qu'on peut les recycler un peu où on veut, évidemment, parce que Ouais. c'est pas possible de dire qu'elles doivent être recyclées en France. D'ailleurs, ce qui permet d'avoir la preuve, hein, plutôt que le type dise ah je vais la recycler puis qu'il l'envoie en Afrique. Donc elles doivent être recyclées, mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit fait de façon très très sérieuse. Et là, on arrive au même problème que pour les décharges et le recyclage de vos poubelles domestiques. Vous avez vu comme c'est complexe, comme on n'y comprend rien, comme c'est différent d'une région à l'autre, ce qui complique la compréhension des gens et l'adhésion. Eh bien, tout cela, c'est parce qu'en fait, c'est fait que par le secteur privé. On attend que Paprec ou Engie investissent dans une décharge pour changer les normes de recyclage, hein, vous voyez. Ouais. C'est les entreprises privées qui dictent la mesure. Et si elles n'ont pas assez pour investir, ben, il va falloir que les municipalités et la région, elles attendent, quoi. Donc, ça va pas du tout. Il faut mettre beaucoup plus d'obligations à ces entreprises privées et travailler aussi avec des entreprises publiques. Sinon, on s'en sortira jamais, quoi. Je vous pose la question, vous savez dans quel pot, s'il faut recycler les pots de yaourt ou pas dans votre région?
Eh ben non. Non, en fait, ça dépend des régions. Voilà, donc c'est compliqué, c'est trop compliqué, quoi. C'est vraiment trop compliqué. Il y a autre chose qui est extrêmement dommage dans le recyclage, mais qui est dû aux écologistes, par exemple. Bien sûr que c'est pas bien d'incinérer des plastiques, mais on peut pas tout recycler dans les plastiques. En tout cas, on ne sait pas faire aujourd'hui. Ben, pendant qu'on attend, qu'est-ce qui se passe? Ils sont balancés en fait dans les décharges, le maximum de plastique. Ce qui crée des microplastiques et de la pollution de l'ensemble de l'environnement, des mers, des rivières, des sols, etc. C'est quand même une catastrophe. Ben, on pourrait quand même, en attendant de savoir recycler les plastiques, pouvoir au moins, ben, soit on les stocke, soit on les incinère, quoi. Vous voyez? Hmm. On les incinère pour pouvoir, à ce moment-là, au moins récupérer de l'énergie et pas être pollué par les microplastiques. Il y a un certain écologisme qui est tellement jusqu'au boutiste qu'ils finissent par être totalement contre-productifs, quoi. Oui, ça, on le voit, oui, c'est vrai. Parce ils sont totalement opposés aux incinérateurs, quoi, les écologistes. Quoi. Ils disent, oui, d'accord, mais si tu n'as pas d'incinérateur et pas de recyclage parce que tu n'y arrives pas, eh ben, tu jettes. Donc, Ouais. c'est tout à fait dommage. Alors cette idée-là aussi de limiter les technologies aussi, j'ai l'impression qu'on pourrait rapprocher cette question-là de ce qu'on appelle la pollution numérique, on Mhm. nous en parle de plus en plus avec ces fermes de serveurs qui sont de plus en plus nombreuses, qu'il faut refroidir, on ne sait pas où les mettre. Et limiter la technologie, je pense aussi que ça demanderait quand même de revoir assez drastiquement notre mode de vie, je pense quand même. Oui, alors pas forcément tout. Hein. Je pense que l'Internet, tout n'est pas acheté. Mais par contre, c'est vrai qu'on incite clairement, et c'est des questions, comment on le fait? C'est pas simple hein, de trouver des idées. Mais par exemple, que vous pouvez consommer quasiment à l'infini des gigaoctets par une fibre optique, c'est effectivement polluant à cause de tout ce que ça représente en termes de serveurs de consommation d'énergie. Et vous payerez que le même tarif que quelqu'un qui utilise très peu Internet. Mhm, oui. Il y a peut-être des questions à se poser de ce point de vue-là, parce que l'illimitation est contraire à l'écologie. Alors pour revenir aux métaux, une question un peu plus précise. La France, on le sait assez peu en général, a un avantage grâce à ses territoires d'outre-mer, puisque on trouve en grand nombre dans les fonds océaniques ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Est-ce que, même si, bon, bien sûr, on est là face à une ressource limitée, est-ce que cette exploitation, l'exploitation de ces nodules, ne pourrait pas être envisagée, ne serait-ce que pour accompagner Oui, l'éventuelle modification vers le recyclage? oui, tout à fait. Je pense il faut le faire avec une exploitation qui détruise pas l'environnement, évidemment, marin. Il faut le faire et ça va aider, mais ça va aider sur un nombre très réduit de métaux parce que malheureusement, ces nodules polymétalliques sont en grand nombre et assez simples à exploiter. Le problème, c'est qu'ils ne renferment que quelques métaux. Ils renferment de l'aluminium et du fer, bon, ce qui n'est pas hyper utile puisqu'on en trouve facilement. Et ils renferment du manganèse, 30%, et 2% de cuivre, nickel et cobalt. Vous voyez, ça va aider pour quelques métaux, mais ça ne va pas aider ça va pas résoudre notre problème globalement. Mais oui, D'accord. il faut l'exploiter. Et c'est fait aujourd'hui, actuellement, ou pas? Non, en France, c'est pas fait. Il y a des expériences. Je pense que les Japonais s'y intéressent, parce que eux, ils commencent déjà à récupérer des hydrates de méthane au fond de l'océan. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils s'intéressent en termes de prototype au moins à ces modules polymétalliques qui se trouvent près des îles du Pacifique. Quoi. D'accord. Hmm. Alors ensuite, vous prévoyez également l'arrivée de ce qu'on appelle le pic de production du pétrole. On arrive à un sujet qui touche aussi à l'actualité, qui causerait une augmentation violente des prix, après lequel la production commencerait à décroître. Alors sans tenir compte des conséquences de la guerre en Ukraine, ça fait quand même un moment qu'on voit une forte augmentation des prix des carburants. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on soit en train d'atteindre ce pic, pardon, ou pas du tout? Alors ça, c'est une question tout à fait intéressante. J'en avais parlé dans mon premier bouquin sur la transition énergétique en 2014. Et effectivement, il semble que ça se confirme. Et je vais vous donner quelques éléments dessus. Hmm. On a une hausse continue de la production et de la consommation de pétrole dans le monde. Hein. Depuis plus de 20 ans, ça continue et ça monte chaque année. En revanche, c'est quelle production de pétrole qu'on fait? Quand on observe dans le détail, depuis 2008, en fait, donc depuis 14 ans, la production de pétrole conventionnel, ceux qui sont les moins chers à exploiter, ceux d'Arabie Saoudite, de Russie, etc., eh bien, ces pétroles conventionnels sont stables. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la production.
Donc, toute la hausse de la production qui a été nécessaire de faire a été faite avec des pétroles non conventionnels, ce qui veut dire du pétrole de schiste américain, du pétrole de sable bitumineux du Canada et du pétrole non conventionnel du Brésil, c'est-à-dire c'est du pétrole qu'on va trouver à 5 km et il faut forer à 5 km sous le plancher océanique et à des grandes profondeurs au Brésil. Donc des pétroles extrêmement chers. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que si les pétroliers vont produire du pétrole cher et complexe à produire au lieu du pétrole pas cher, c'est qu'il y a quand même un manque dans le système de pétrole conventionnel. Vous voyez? Et ça fait 14 ans que ça dure. Et ça explique d'ailleurs deux choses, la nervosité du prix du pétrole qu'on voit depuis quelques années, et puis aussi le fait que le pétrole était quand même à 20 dollars le baril dans les années 90-2000, jusqu'au début 2000, et qu'on est passé à un pétrole qui est plutôt en moyenne à 80 dollars le baril. Donc on a vraiment eu un changement fondamental dans les prix, un quadruplement des prix, et on voit qu'on a un pétrole extrêmement nerveux. Dernière chose à l'appui de ça, il y a un article dans l'écho.be, qui est un journal belge économique, où il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à très haut niveau dans l'industrie pétrolière, dans l'exploration pétrolière, qui disent attention aux pics pétroliers. Et récemment, un ami m'a envoyé un document de l'Institut français du pétrole qui dit que en fait, la production de pétrole, en l'état actuel, en fait, il prévoit que la production de pétrole, on va arriver au pic pétrolier, c'est-à-dire qu'on n'arrivera plus à l'augmenter à partir en 2025, à peu près à cette date 2025. D'accord, oui, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Et ça pose, d'ailleurs, je vous dis, là, Aramco, il y a quelques jours, a expliqué qu'en fait, dans le système énergétique mondial, il y avait juste 1 million de barils de pétrole jour qu'on peut produire en plus, soit 1% de la production mondiale en plus, aujourd'hui. Ah oui. On voit qu'on est vraiment tendu, quoi. On est vraiment de façon très tendue. Alors, ça veut dire quoi? Une fois qu'on arrive à ce point-là, en fait, où on ne peut plus produire assez de pétrole pour suivre la consommation, à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qui peut se passer, c'est l'explosion des prix du pétrole aux alentours de 200, 300, 400 dollars le baril pour faire une récession mondiale et faire baisser la consommation de pétrole au même niveau que la production. Vous voyez? Et puis, une forte hausse des prix aussi par sympathie du gaz et du charbon, des autres sources d'énergie. Vous voyez que c'est un danger extrêmement grave qui nous menace, une désorganisation économique et sociale très importante si ça vient bien dans les 5 ans. Et il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on est en train d'aller vers ce pic pétrolier. Peut-être que c'est à 2 ans, peut-être à 5 ans, peut-être à 10 ans, mais on s'en approche vraiment. D'accord. Oui, parce qu'en plus, ça n'affecte pas juste les transports au quotidien, ça va affecter tous les transports de marchandises, etc. Et les prix vont augmenter. Ah oui. Et puis toute l'économie, l'agriculture aussi, qui est Aussi, faite ouais. à partir de beaucoup d'énergie fossile, donc l'alimentation. Et finalement, c'est une inflation très importante qui se diffusera dans toute l'économie. Puis c'est une obligation d'avoir une récession, quoi. Une récession durable, puisqu'on n'arrivera plus à faire augmenter la production de pétrole, donc la consommation. On se retrouve avec quelques pays qui gardent de la croissance comme la Chine et l'Occident qui sera plutôt en récession permanente, quoi. D'accord. Bon. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux dont il faut se prémunir. Et comme une politique énergétique, ça se fait à 10, 20 ans, ben, c'est quelque chose qu'il faut faire très rapidement. Alors, on va passer peut-être à un autre gros dossier, celui du nucléaire et des énergies dites vertes. Comme c'est un sujet central et pour aller droit au but, j'ai envie de dire, peut-on se passer aujourd'hui des centrales nucléaires pour les remplacer, disons, au hasard, par des éoliennes et des panneaux solaires? Non, c'est une absurdité. Parce que pour la raison très simple que quand vous mettez des éoliennes, vous fermez votre nucléaire et vous voulez mettre que des éoliennes et du solaire, par exemple. Regardons le schéma le plus simple. Eh bien, ça va tourner quand il y a du soleil et du vent, et le reste du temps, eh bien, il faudra mettre des centrales à démarrage rapide, donc pas nucléaire, mais des centrales gaz ou charbon, pour produire quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que produire les éoliennes et les panneaux solaires n'ont pas d'utilité pour produire de l'électricité, pour la consommer, d'accord? Pour consommer de l'électricité. Elles peuvent en revanche avoir une utilité, il faut être honnête, pour produire de l'hydrogène dans des électrolyseurs. Vous faites passer de l'électricité dans l'eau avec une anode et une cathode et vous en retirez un hydrogène que vous allez pouvoir utiliser pour tout un tas d'applications, les transports, etc. Donc ça a de l'utilité. Deuxième chose, parce que je suis quelqu'un de bonne foi et je suis pas
Voilà, et il faut donner les problèmes rationnels, les données rationnelles du problème. Sachez que, contrairement à ce que disent les anti-éoliens primaires et solaires, en fait, les prix de l'énergie, de l'électricité solaire et éolien, les appels d'offres se font à 6 centimes le kilowattheure, soit le prix du nucléaire ancien, un Mhm. prix très bas. Donc, elles ne sont pas utilisables pour la consommation d'électricité des ménages ou des entreprises, mais elles sont produites à un prix très bas. Voilà ce qu'il en est. Donc, on ne peut pas se passer du nucléaire. Le nucléaire doit être utilisé avec l'hydraulique pour l'électricité qu'on va consommer, en fait, que les ménages ou les entreprises vont consommer. C'est une obligation absolue. D'accord. Il n'y a pas d'autre choix, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de stockage. Vous voyez, Ah oui, c'est ça. en fait, oui, voilà, l'argument était très fort. C'est l'Académie des sciences qui a fait le calcul, donc c'est indubitable. Par exemple, pour stocker 2 jours d'électricité française. Donc, si on dit, ah ben, on va faire que du solaire et de l'éolien, puis on stockera quand on en aura trop et on déstockera quand on en aura pas assez. Eh bien, pour cela, il faudrait des batteries qui soient juste en France, qui représentent 7 fois la production mondiale de lithium. Voilà. 7 fois la production annuelle mondiale de lithium. Donc, vous voyez que c'est une solution qui est absolument pas envisageable. Oui. Il y a une autre solution de stockage qui sont ce qu'on appelle les steppes, c'est-à-dire d'avoir 2 bassins. Un bassin où on remonte l'eau quand on a trop d'électricité Ouais. et un bassin où on descend l'eau pour produire de l'électricité quand on n'en a pas assez. Mais ça, c'est des petits montants de stockage. Ou alors, il faudrait inonder des vallées alpines partout. Et encore, on n'aurait sans doute pas assez, quoi. Et je ne pense pas que les gens soient prêts à mettre de l'eau dans toutes les vallées alpines pour faire des lacs de serpenson absolument partout où on peut pour faire de l'énergie renouvelable à côté. Je pense pas non plus. Alors, étant admis que l'Allemagne s'est totalement plantée en cherchant à remplacer son nucléaire et ses énergies fossiles par Oui, de l'éolien et du solaire, dans la mesure où ils n'ont absolument pas abandonné ce qu'on appelle les productions pilotables. oui, On l'a vu récemment d'ailleurs, on voit beaucoup d'articles qui expliquent que les Allemands rallument les centrales à gaz et à charbon. oui. Pourquoi est-ce que nous, idéologiquement, en fait, on est en train de prendre le même chemin? Bah, parce que ça veut dire qu'idéologiquement, on est inféodé aux Allemands, quoi. Il y a une partie de l'élite française qui est inféodée à l'Allemagne. D'ailleurs, France Inter, qui a passé des années à nous raconter des âneries sur on va tout faire avec des éoliennes et du solaire, pas avec du nucléaire. Regardez, les Allemands sont trop forts. Moi, je me rappelle, j'écoutais France Inter à l'époque, ils ont passé des années à le dire avec France Info. Ils ne sont jamais excusés en expliquant qu'ils s'étaient trompés et qu'en fait, ça ne marchait pas. Mais voilà, moi, je crois que vous l'avez remarqué aussi, Émeric, on est dans un monde de plus en plus stupide où Ah oui, l'incompétence est au pouvoir. Et là, ça se remarque parce que vous voyez, quand vous dites bah, l'éolien et le solaire, ça produit quand il y a du vent et du soleil. Donc la moitié du temps, vous avez compris que bah, vous ne pouvez pas vous passer d'énergie fossile à côté pour démarrer rapidement la production d'énergie fossile, la production d'électricité par énergie fossile. C'est une évidence, mais ça, c'est trop rusé pour nos élites, quoi, malheureusement. Malheureusement, c'est trop rusé pour nos élites. C'est assez incroyable. D'autant plus qu'en France, j'en rajoute une couche. En France, c'est complètement ridicule. Si vous voulez, si le grand tableau de l'énergie, c'est quoi en France? L'énergie utile consommée, c'est à peu près la moitié de l'électricité, la moitié de l'énergie fossile en France. D'accord? Pour les transports, le chauffage du logement. Eh bien, vu que l'électricité est quasiment complètement décarbonée en France, on émet quasiment pas de CO2 avec notre électricité. Pourquoi est-ce que ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'électricité alors qu'il faudrait travailler sur l'autre côté, sur la décarbonation du secteur des oui. transports et de la maison? Vous voyez, voilà le genre d'absurdité dans lequel on est. On a essayé de décarboner depuis 20 ans ce qui est décarboné. Et en fait, d'ailleurs, on produit un peu plus de CO2 depuis qu'on a mis des éoliennes et du solaire qu'on en produisait il y a 10 ans. Voilà le genre de bêtises qu'on fait. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est le manque de mémoire de nos élites. Parce que la France, elle a fait un travail absolument incroyable et à une vitesse folle, alors qu'il n'y avait pas le danger climatique, entre 1975 et 1995. C'est-à-dire qu'avec la planification gaulliste, les moyens de l'État et les moyens du privé, en fait, nos parents ont réussi à construire des centrales nucléaires tellement rapidement, en 20 ans, qu'en fait, on est passé d'une électricité française qui était produite uniquement avec hydraulique, fioul et charbon, très, très carbonée, à une énergie qui était produite par nucléaire hydraulique, qui était moins chère, sans CO2,
Et donc, c'est quelque chose de formidable qui a été fait. Et aujourd'hui qu'il y a, paraît-il, le défi climatique, on n'entend quasiment aucun écologiste réclamer ce retour du plan, de la planification pour aller très vite, parce que pour se passer d'énergie fossile, il faudra produire beaucoup plus d'électricité, bien entendu. Oui, mais ça demande une volonté politique Hum. et, euh, et une souveraineté aussi, j'imagine. Oui, bah c'est clair, la France était souveraine. Moi, j'ai fait ce travail de regarder combien d'investissements seraient nécessaires pour se passer d'énergie fossile. En fait, c'est plus de 1000 milliards d'euros en France. Donc, évidemment, les entreprises privées n'ont absolument pas les moyens. Si vous chargez déjà total de 30 milliards d'euros de dette, c'est bien le maximum qu'elle pourra se charger. Et c'est la plus grande entreprise française dans l'énergie. Le privé n'est pas au niveau. Même l'État ne serait pas au niveau. Donc, il faut que l'État soit aidé par la Banque centrale, comme elle l'était à l'époque de Gaulle et un petit peu après. C'est-à-dire que la Banque de France aide et investisse de l'argent dans ces projets-là, directement ou indirectement, qui rembourse plus tard par la production d'électricité les euros qui auront été empruntés. Il faut voir que le grand programme énergétique français du nucléaire, c'est un programme qui coûte 200 milliards d'euros. Vous voyez. Oui, Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec EDF qui avait une dette mais monstrueuse. Et en fait, EDF, mais, sauf qu'une fois que les centrales étaient construites, EDF a peu à peu remboursé tranquillement sa dette. Vous voyez. d'accord. Voilà. Et donc, on peut faire des choses extraordinaires, mais il faut s'en donner les moyens à tous les niveaux, au niveau financier aussi. Si vous dites, ah ben non, tout doit passer par les marchés financiers pour le financement, tout doit être en économie de marché pure, c'est-à-dire qu'il n'y a que des boîtes privées, mais pas de boîtes publiques, vous arriverez à rien dans les domaines de l'écologie, très clairement. Alors aujourd'hui, justement, on a un peu de mal à comprendre l'orientation du gouvernement. On ne sait même pas si lui sait où il va. D'abord, on entend des discours contre le nucléaire, puis pour, mais en même temps, on constate le démantèlement d'EDF, ou du moins son sabordage. Puis ensuite, ça parle de projets de petits réacteurs. Et en fait, concrètement, je pense que pas grand monde comprend. Et est-ce qu'on sait ce vers quoi veut se diriger Macron dans les 5 ans à venir, ou est-ce qu'on en a ne serait-ce qu'une vague idée? C'est normal de ne pas comprendre parce que c'est Oui. incompréhensible. Donc, c'est totalement normal, quoi. C'est c'est tout à fait normal que vous me disiez ça. Effectivement, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Macron, il nous précipite, il nous dit il faut plus de voitures électriques, il faut moins de fossiles, et en même temps, il a fermé Fessenheim, qui était deux réacteurs nucléaires qui produisaient énormément d'électricité. L'équivalent de l'électricité de Fessenheim, hein, et pas en qualité, mais puisque c'est intermittent, c'est 4000 éoliennes. Vous voyez la difficulté Oui. de compenser Fessenheim par des éoliennes, 4000. Donc, il a fermé Fessenheim, mais surtout en 2018 et 2019, en fait, il avait produit un document, le gouvernement Macron, en disant voilà, on a fermé Fessenheim, mais on va fermer 14 centrales nucléaires de plus. Alors, il y en avait 5 d'ici 2027, et puis 5 ou 10 après. Vous voyez. Et là, en fait, Macron s'est rendu compte qu'il s'est planté, il s'est complètement planté, et donc, enfin, il a compris, il a dit bah, finalement, il n'a pas dit je me suis trompé, mais finalement, Non, ça en c'est fait, sûr. on a fermé Fessenheim, mais on va construire plein de centrales nucléaires en plus dans l'avenir. Et des mini-centrales qui sont des centrales qui sont, pour faire simple, parce qu'on n'a pas le temps de détailler tous les sujets, plus sûres et moins chères. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, beaucoup plus sûr et beaucoup moins cher. Parce D'accord. qu'elles sont fabriquées en fait essentiellement par l'industrie, parce qu'elles sont plus petites. Donc il y a moins de problèmes de montage, etc. Enfin, on est capable de faire des centrales, notamment, c'est ce que testent les Chinois actuellement, des centrales qui ont des risques extrêmement limités parce qu'elles sont construites de façon complètement différente. C'est des centrales où, en fait, où le nucléaire circule de façon liquide dans les tuyaux, en fait, et on a un tuyau secondaire, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr et beaucoup moins cher. D'accord. C'est un peu ça que veut Macron, même s'il n'a pas tellement précisé. En fait, d'ailleurs, il a juste suivi Bill Gates. Hein. Voilà. Bill Gates a dit que l'avenir était aux petites centrales nucléaires. Il a suivi Bill Gates sans trop se poser de questions. Bon, on peut penser que si le vent tourne, ils suivent le vent dans les 5 ans à venir. C'est exactement ça. Alors maintenant, si vous voulez, on va passer à un troisième gros thème, celui de l'hydrogène, dont on a déjà un peu parlé. À la lecture du livre, on comprend très bien, donc pour vous, c'est une énergie d'avenir en ce qui concerne les transports.
Alors simplement, en quoi le moteur à hydrogène ou la voiture à hydrogène serait-elle plus adaptée que le moteur électrique qu'on nous vend sans arrêt actuellement? Alors, avant de répondre sur la voiture à hydrogène précisément, je vais répondre sur l'ensemble du système. D'accord. En fait, si on a un système qui n'est basé que sur l'électricité qui est instockable ou qu'à très petite échelle, c'est-à-dire l'électricité, et qui voyage à la vitesse de la lumière, on comprend, et il faut à chaque instant que la production soit égale à la consommation. Si la consommation est supérieure à la production, on a un blackout, on comprend bien que ça va être très très compliqué à gérer. Il faut qu'il y ait un vecteur de stockage, c'est juste une question de bon sens, il faut un vecteur de stockage quelque part pour permettre de gérer cela. En plus, c'est un gros avantage, c'est quand on produit trop d'électricité, par exemple pendant la nuit, ben aujourd'hui, on la revend à très bas prix à la Suisse pour qu'elle fasse marcher quelques steps, donc pompage d'eau pour stocker de l'énergie. Eh bien, on peut l'utiliser pour produire de l'hydrogène. Et donc, on peut stocker cette énergie au moment où on n'en a pas besoin. Donc, c'est beaucoup plus utile, ça évite les gaspillages, ce vecteur de stockage. Effectivement, c'est assez simple à produire. On a deux manières. On a par le gaz, c'est un peu moins cher, par le gaz naturel, ou alors en transformant par électrolyse de l'eau, en cassant les molécules d'eau en oxygène et hydrogène. On sait faire les deux à l'échelle industrielle. Évidemment qu'il faudra il faut interdire très rapidement la production d'hydrogène par le gaz pour le produire par de l'électricité, pour avoir un hydrogène qui est absolument sans CO2. Ensuite, pour le problème des transports, bah, la voiture à hydrogène, elle a énormément d'avantages. Déjà, les voitures sont plus légères, parce que vous avez vu qu'une voiture électrique, il y a des centaines de kilos de batterie dedans pour qu'elle ait une autonomie en plus qui est relativement faible de 300 km. Mhm. Ça, c'est un problème. Le deuxième avantage de l'hydrogène, c'est que la recharge, elle se fait en 3 minutes. Partez en vacances, un journaliste l'a expliqué avec une voiture électrique, partez en week-end, voir vos parents à 600 km de là, et ben vous allez devoir recharger à mi-parcours, ce qui veut dire trouver une borne électrique qui marche, trouver une borne électrique qui est libre, qu'il n'y ait personne qui soit dessus, et avoir 45 minutes de temps pour la recharger en partie. Vous voyez la complexité. Oui. Alors que l'hydrogène, c'est des stations-service classiques, et en 3 minutes, vous faites votre plein. Ça existe. Hein. C'est pas dans une vue de l'esprit, ça existe. Il y en a à Paris, il y en a beaucoup au Japon. C'est quelque chose qui existe. Donc voilà l'avantage. Et puis l'avantage du transport à hydrogène, c'est aussi l'avantage que vous allez pouvoir faire des trains à hydrogène qui existent déjà. Ce sont les trains Alstom. Parce que la moitié des lignes françaises ne sont pas électrifiées, ça coûte trop cher, des lignes de train, et donc vous allez pouvoir passer d'un coup tous vos trains à l'hydrogène, sans pollution, sans CO2. Vous allez pouvoir passer vos bus à hydrogène et surtout l'avion à hydrogène, puisque le GIFAS, le groupement aéronautique, a expliqué que l'avion à hydrogène est possible entre 2030 et 2035. Il faut savoir qu'il y a déjà des moteurs par le grand motoriste français, le SNECMA, qui est en train de produire avec General Electric des moteurs qui sont soit alimentables par du kérosène classique, soit par de l'hydrogène. Voilà. Donc, tout ça est faisable. Pour l'aviation, c'est le seul moyen de décarboner. On ne peut pas le faire avec de l'électricité. Et donc, c'est une voie qui est absolument formidable. Le seul problème, c'est que comme on laisse faire le marché, qu'il n'y a pas d'investissement public ou saupoudré, eh bien, ça se développe à la vitesse de la tortue. Oui. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher parce qu'en fait, on est dans des échecs de marché, si vous voulez. Vous voyez, la voiture électrique, ça fait 30 ans que ça existe, voire 40 ans. Et en fait, on a laissé grosso modo plus ou moins le marché ou quelques petites incitations pour faire baisser doucement le prix des voitures électriques. Et aujourd'hui encore, une voiture électrique, ça coûte au minimum 26-30 000 euros. Vous voyez? Mhm. Et donc, c'est même pas encore complètement abordable. Les voitures à hydrogène, c'est encore plus le début. Il y en a depuis 2014, Toyota en fait, mais aussi Hyundai, Peugeot est dessus aussi, et plusieurs marques automobiles. Mais le problème qu'elles ont, c'est que comme il n'y a pas de marché de masse, puisqu'on a mis la voiture électrique et qu'on fait juste de la petite incitation, eh bien, elle reste chère. Et comme elle reste chère, il n'y a pas de marché de masse. On est dans un cercle vicieux qu'on pourrait appeler un échec de marché. D'accord. Donc, il faut brusquer la chose pour produire en série de façon importante et qu'à ce moment-là, quand c'est produit en série, eh bien, les prix baissent et les gens en achètent beaucoup. Donc, il faut produire cet effet série avec l'état stratège. D'accord. Alors à ce propos, justement, je voulais un peu confronter votre avis à celui de Jean-Marc Jancovici, qui expliquait que dans une intervention à l'ESCP Business School en 2021, qu'on peut retrouver sur YouTube, il avait un avis un peu différent. Donc, en tant que néophyte, je vais rapporter ses propos et puis ensuite Allez-y. vous pourrez intervenir. Donc,
il explique que l'hydrogène présent sur Terre est présent sur Terre en quantité, mais qu'il nécessite d'être séparé de l'élément auquel il est associé. Donc, ça demande de l'énergie. Et il dit que ça demande actuellement plus d'énergie que l'hydrogène n'en restituerait. C'est une, euh, euh, c'est une Ah, énergie qui n'émet pas de CO2, mais sa production et son transport, oui. Et donc, il avance les chiffres. Il faudrait 10 tonnes de CO2 en fait pour une tonne d'hydrogène. Et enfin, il dit que si on voulait remplacer le carburant routier en France par de l'hydrogène, il faudrait pour le produire doubler le parc électrique avec des centrales nucléaires. Et enfin, d'un point de vue logistique, il s'agirait de remplacer aussi tout le réseau gazier, puisque la molécule d'hydrogène est très petite et diffuse, et elle se colle et passe par les microfissures des tuyaux. Voilà. c'est bizarre hein, quand même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très intéressé par le climat, Jean Covici, mais il trouve que ça ne vaut pas le coup de faire l'effort pour utiliser l'hydrogène. C'est quand même parce que vous m'aviez dit que vous alliez me poser une question Oui, dessus, oui. donc j'ai écouté cette vidéo et ça n'a ni queue ni tête ce qu'il raconte. Bon, déjà, plus d'énergie consommée que d'énergie à la fin, c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous passez de électricité à hydrogène à électricité, donc le cycle complet, donc votre voiture, vous mettez de l'hydrogène, ça devient de l'électricité et votre moteur électrique à ce moment-là tourne, eh bien, vous ne récupérez que 35% de l'énergie de départ, de l'électricité de départ, mais 35% quand même. Alors moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'on s'est embêté à dire depuis, ça fait 200 ans qu'on utilise de l'énergie avec des rendements de 30 ou 30%, voire moins. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous avez un rendement de 30%. Quand vous faites des machines à vapeur avant ça, vous aviez des rendements encore plus faibles. Ça n'empêchait pas les gens de le faire. Vous D'accord. comprenez? Si la méthode, c'est la seule possible parce qu'il faut un vecteur de stockage, eh bien même s'il faut un peu plus d'énergie au départ parce qu'on en perd, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, eh bien il faut le faire. La deuxième chose, qu'est-ce qui nous empêche de doubler le réseau électrique français? En fait, Jean Covici nous explique que grosso modo, en 1975, on a su en 20 ans construire des centrales nucléaires pour faire d'une taille absolument gigantesque, pratiquement produire 80% de l'énergie française, mais on n'est pas capable de le refaire. C'est intéressant. Moi, je ne vois pas d'argument rationnel là-dedans. Les électrolyseurs pour l'eau, pareil, on est capable de les faire en série. On a plein d'industriels français. Donc, moi, je ne comprends absolument pas ce qu'il raconte. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je les connais bien, certains écologistes. En fait, ce qu'ils ne vous expliquent pas, c'est qu'en fait, eux, ils veulent profiter. Il y a toute une partie des écologistes, et Jean Covici en fait partie, qui veut profiter du moment, si vous voulez, où les énergies sont rares, chères, où il y a cette crise, pour aller vers la décroissance. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils veulent un modèle décroissant. Donc il y a une certaine malhonnêteté derrière, parce qu'ils veulent un modèle de décroissance, d'accord, Mhm. mais ils ne le disent pas aux gens. Ils disent non, c'est impossible. Toutes les pistes pour le faire en continuant à avoir de la croissance, c'est impossible. Et le problème que ça pose derrière, c'est que le modèle de décroissance en système de capitaliste, ça veut dire des suppressions d'emplois chaque année. Vous avez vu, quand vous avez une récession, vous avez des suppressions d'emplois. Ah oui, oui. Et ben, le modèle capitaliste avec décroissance continue que veut Jean Covici, c'est un modèle où il y a de moins en moins de jobs. Donc, c'est impossible à gérer. Vous voyez, c'est impossible à gérer. Il faut inventer d'abord un nouveau système de fonctionnement économique, de modèle économique et de fonctionnement de la société avant de faire la décroissance. Donc voilà, tout ça est un peu malsain et c'est dû à ça. Il n'y a pas d'élément rationnel dans le fait qu'on ne peut pas utiliser l'hydrogène. D'ailleurs, il y a des dizaines de milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène qui sont faits à l'heure actuelle et qui prouvent qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. D'accord. Bon, je vous crois. Ah oui, vraiment. En fait, il faut voir que les entreprises privées en fait, se sont regroupées au sein d'un truc qui s'appelle on peut appeler ça un lobby, mais c'est un système pour remplacer l'État stratège, entre guillemets, d'une certaine manière, qui s'appelle Hydrogen Council, où il y a toutes les plus grandes entreprises qui s'occupent de l'hydrogène, Air Liquide, Toyota et tout un tas d'entreprises. Et là, au niveau de la planète, il y a les États qui mettent chacun des milliards et des milliards sur la tête, les valorisations en bourse qui sont absolument explosives et les entreprises privées qui investissent à mort sur l'hydrogène, très clairement. Mais c'est vrai qu'on en parle peu. Hein. Je vous concède qu'on en parle très peu. C'est vrai, ouais. Alors, en parlant d'état stratège, j'ai l'impression que ce qui ressort un peu de tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est que si on veut réellement changer les choses,
ça ne peut passer que par une réelle volonté politique, par du temps long, ce qui explique aussi pourquoi je pense que ça ne marche pas aujourd'hui. Donc en fait, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de souveraineté lié à l'UE ou qu'est-ce Bah, qui marche pas aujourd'hui? ouais, vous avez un peu dit les choses, hein. On est dans une logique de court terme. Je pense que c'est ça que vous vouliez suggérer, Oui, et pas de long terme. Donc, oui, on ne peut pardon. pas mener de stratégie énergétique. C'est des stratégies qui se mènent à 10, 15, 20 ans. Et on était capable de le faire en régime démocratique, comme on l'a vu en France dans les années 70, ces choses-là. Il y a le fait qu'il faut un État stratège avec une politique industrielle. Et la France ne peut pas faire une politique industrielle française puisque l'Union européenne l'interdit. L'Union européenne a décidé que c'est elle qui décide. Si elle veut bien faire une politique industrielle, c'est elle qui décide. Et c'est un bordel incroyable. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Il y a le fait qu'il y a les besoins de financement aussi qui sont gigantesques. Donc, que ce soit directement la Banque centrale, de l'argent Banque centrale qui aille dans le système pour investir pour les 1000 milliards d'euros d'investissement qu'on a à faire sur 20 ans. Donc tout ça, c'est des problèmes de blocage dans l'Union européenne. Et puis le dernier blocage qui est très important et qui explique le blocage de l'écologie au niveau mondial, en fait, et qu'on n'avance absolument pas ou très très lentement. C'est-à-dire que le pays qui investit des fortunes dans l'écologie pour, par exemple, décarboner son économie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Dans le système tel qu'il est, il ne pourra pas faire de protectionnisme. Donc, en fait, il va aller acheter des produits chinois, des produits allemands, des produits américains et très peu de produits locaux. Donc, il va se ruiner forcément, puisqu'il va Mhm. dépenser beaucoup d'argent qui va partir à l'extérieur. Alors que si vous êtes dans un système d'État stratège comme on avait en France dans les 30 Glorieuses, vous investissez de l'argent public et privé, et tout ça, ça revient en production et en emploi français. Donc c'est extrêmement vertueux, ça fait de la croissance, de l'emploi, et c'est extrêmement positif et vertueux, et tout le monde est content, comme dans les 30 Glorieuses. Mais ça, c'est contraire au dogme du marché de l'Union européenne, c'est contraire au dogme du marché de nos dirigeants et des ultralibéraux qui sont au pouvoir. Donc, ils ne veulent même pas l'envisager. Oui, après, il y a peut-être aussi un problème du fait que ce soit vu que c'est un problème politique en fait et que nous on est dirigé par des technocrates, j'ai l'impression que ce soit à faire à tous les niveaux. Je suis pas sûr qu'ils puissent envisager ça seulement sur le long terme, quoi. Est-ce qu'ils sont capables seulement d'envisager quelque chose sur du long terme et ne pas juste réagir C'est à ce qui se vrai. passe, quoi. C'est vrai, il y a ça, et puis il y a le fait qu'ils ne croient plus en la France, quoi. Et oui, ça aussi. Ils pensent qu'il va falloir acheter la technologie à l'étranger parce que la France est incapable, alors que la France a développé tout un tas d'entreprises dans les domaines, par exemple, de l'hydrogène, qui sont absolument très peu aidés et c'est triste, quoi. Ou alors ils sont aidés de façon saupoudrée, donc pas efficace, par des plans à court terme, un peu brinque-ballon. Et donc, ça ne fonctionne pas et on n'arrive pas à se développer, à développer des entreprises de taille suffisante, quoi, en fait. Oui, et puis c'est pas nouveau. J'ai vu il y a pas très longtemps, alors je ne sais plus à qui l'avait dit, c'était Mitterrand avant le traité de Maastricht qui disait que la France aujourd'hui ne pouvait que essayer de passer à travers les gouttes ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est dire le niveau d'ambition de nos dirigeants. Voilà, c'est Je ne ça. suis pas étonné qu'on rate tout, hein, avec ça. Je l'ai vu dans le dernier numéro de Front Populaire. D'accord. Alors, ensuite, vous évoquez l'idée qu'en changeant nos pratiques et en montrant que cela fonctionne, que ce soit d'un point de vue technique ou économique, on pourrait influencer les autres pays. Mais avant de changer les pratiques chez les autres, encore faudrait-il, je pense, le faire chez nous. Et quand on écoute les politiques ou les médias, eh ben, on a plutôt l'impression qu'au final, ceux qui pollueraient le plus seraient les pauvres, les prolos, même si c'est pas dit explicitement, on est d'accord. C'est-à-dire ceux, par exemple, qu'on a obligés, il y a quelques décennies, à acheter des voitures diesel. Oui. Sauf que dans son ouvrage, Le temps des gens ordinaires, Christophe Guy, lui, montre bien que ce sont plutôt les classes les plus riches qui polluent le plus et que l'écologie, aujourd'hui, alors ça c'est sa thèse, est utilisée comme un énième instrument de domination des classes populaires qui se retrouverait une nouvelle fois montré du doigt. Alors je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que le discours écolo, chez certains, ne servirait pas juste à se donner une bonne image, quoi, une sorte de faites ce que je dis, pas ce que je fais, et puis au final on rejette la faute sur les autres. Alors ça, c'est parfaitement juste. C'est évident. L'écologie, il y a deux choses qui sont évidentes. C'est que l'écologie, les Français la jugent nécessaire à 90-95%. Pratiquement tous les Français veulent que l'on défende notre environnement. D'ailleurs, je voulais, à l'occasion, je vais enlever une idée préconçue, c'est que la France est un des pays les plus écologiques du monde dans les classements internationaux. Généralement, elle se trouve première, deuxième ou troisième en compagnie de la Suède ou de la Suisse. Première chose. Donc les Français sont tout à fait partants pour l'écologie. Mais en même temps, on a des élites dirigeantes qui sont perverses
en fait, qui instrumentalise l'écologie en disant oui, effectivement, bah, c'est la fameuse phrase d'ailleurs de Benjamin Griveaux, le ministre de Macron, qui disait oui, ces pauvres gilets jaunes qui fument des clopes et qui roulent au diesel, des pollueurs. C'est exactement ce qu'ils pensent. En fait, ils se sont donné bonne conscience en adoptant quelques pratiques écologiques, alors qu'ils produisent effectivement beaucoup plus de pollution et de CO2, à peu près 5 fois plus qu'un ménage pauvre, un ménage riche, et ce sont les plus gros pollueurs. Les milliardaires, n'en parlons pas, avec leurs jets privés et leur consommation de masse, encore beaucoup plus, et leurs immeubles vides un peu partout leurs appartements et maisons vides un peu partout sur la planète. Évidemment que ce sont des très gros pollueurs. Et évidemment qu'ils se sont créés une bonne conscience, parce que puisqu'ils appauvrissent le pays en général, qui tape sur la tête des gens, il faut bien qu'ils aient une bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est que, ouais, mais nous, on est écolo. Voilà. Donc, c'est instrumentalisé. Ça n'empêche que l'écologie est nécessaire, mais ce n'est pas l'écologie qu'eux font. En plus, je pense qu'il y a une deuxième méthode qui est utilisée, c'est que l'écologie, puisque c'est un problème global, il faut le résoudre de manière globale. C'est-à-dire que donc, c'est comme ça qu'ils ont résumé le truc dans une phrase très sophistique. Parce qu'effectivement, on peut très bien imaginer qu'un pays comme la France, en partenariat avec la Suisse, avec d'autres pays qui, s'ils sont partants, puissent se lancer à fond là-dedans, avec du protectionnisme et tout ce qu'on a expliqué sur l'hydrogène, l'électricité pour se passer de fossiles, avec le 100% bio pour l'agriculture. Effectivement, moi, je pense que ça aura une influence sur les autres pays, puisque les opinions publiques comprennent bien que pour survivre sur cette planète, il ne faut pas la détruire. Et donc, ça pourra, par capillarité, permettre à d'autres pays de le faire et en chaîne, comme des dominos, au bout d'un moment, de plus en plus de pays le feront. Et ça peut être une méthode qui marche beaucoup mieux que la méthode d'aujourd'hui, qui est une méthode mondialiste, qui dit ah ben, il faut être mondialisé parce qu'on a un problème mondialisé, l'écologie, et donc c'est une façon de conserver la mondialisation économique qui déplaît énormément au peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc c'est utilisé de ces deux manières-là, alors que l'écologie, c'est exactement l'inverse. Elle est beaucoup plus simple au niveau national et patriotique, c'est-à-dire en créant de l'emploi local avec l'argent qu'on dépense localement. Et en plus, elle sera acceptée parce qu'elle va créer plein d'emplois, plein de richesses en France, un cercle vertueux économique. Et donc, à ce moment-là, les gens vont l'accepter et vont partir, vont être d'accord. Alors que là, c'est un mécanisme d'appauvrissement qu'ils mettent en place. En fait, moi, je vois quand même des sénateurs et des députés écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui reconnaissent, oui, mais en fait, la voiture électrique, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera trop cher. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, vous allez interdire les voitures essence et les pauvres ne pourront pas en acheter. C'est pas grave, ils se débrouilleront. Ce qui est déjà le cas dans certaines métropoles. En plus, c'est de plus en plus le cas. Ça va être le cas dans presque toutes les grandes villes et moyennes villes françaises d'ici 2024, où les gens qui auront une voiture qui sera un petit peu trop vieille, même si elle ne pollue pas beaucoup, hein, une voiture essence qui a 15 ans, elle ne pollue pas beaucoup, eh bien, ne pourront plus la conserver. Il faudra qu'ils achètent une voiture beaucoup plus récente. Sinon, ils ne pourront plus rentrer en ville et ils seront exclus des villes. On voit vraiment que c'est un phénomène d'exclusion qui est mis en place et d'appauvrissement de la population. Et en plus, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire parce que je pense que l'écologie ne peut se mettre en place que si les gens vivent correctement. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'argent à investir pour des produits de qualité, vous voyez, j'ai acheté un bureau en chaîne parce que j'avais un très vieux bureau, mais ce bureau-là, c'est un bureau qui va me durer 20 ans ou 30 ans. Mais c'est vrai que si vous achetez un bureau en contreplaqué mal fait, eh bien, il va durer 5 ans quoi, ou 7 ans. Beaucoup, beaucoup moins longtemps celui-là, mais il peut durer 50 ans. Vous voyez, donc plus vous achetez, mais il faut avoir de l'argent pour investir. Or, si les gens sont appauvris, ils n'ont pas d'argent pour investir, ils achètent des produits de mauvaise qualité. On ne peut pas être dans une société écologique avec des gens appauvris. Oui. Et puis tout ce qui est écologie punitive aussi, comme on dit, ça rebute les gens. Concrètement, après, quand on a des discours écologiques, il y en a beaucoup qui vont être Oui, euh, qui vont se braquer justement parce que c'est les taxes sur l'essence, c'est l'interdiction des voitures, ils vont avoir ça en tête. Et derrière, ça va être plus compliqué de mettre des vraies mesures en place, quoi. exactement. D'ailleurs, tout le plan, je ne l'ai pas expliqué, mais tout le plan sur l'hydrogène électrique, c'est pour justement avoir des prix bas des carburants, des voitures, pour avoir les prix le plus bas possible et pour que, en fait, on fasse de l'écologie sans douleur, quoi. Voilà, sans douleur pour les Français, sans une souffrance. Ce n'est pas forcément une souffrance. Les gens, dans leur tête, faire de l'écologie, c'est souffrir et accepter de plus se déplacer pour certains. Eh bien non, c'est pas ça. C'est tout un travail, une façon différente de produire, de s'organiser, quoi.
Ah oui, je pense que ça, il faut le dire parce que c'est pas du tout un discours qu'on entend à la Ah oui. télé, fait dans les médias traditionnels, on va dire. Ouais, et d'ailleurs, si je me permets, autre chose, le système économique tel qu'il est n'est pas compatible avec l'écologie sur un autre point très simple. Vous avez deux parents cadres qui travaillent ou des gens qui travaillent un peu beaucoup, eh bien, vous voyez bien qu'ils ne vont pas pouvoir faire de l'écologie. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des produits quand ils vont aller au supermarché au plus vite, des produits cuisinés faits en vrac, entourés de plastique, etc. Or, si vous voulez, il va falloir que les gens aient plus de temps pour refaire de la cuisine à partir des produits bruts. C'est quand même plus sain pour leur corps et c'est plus sain pour la planète aussi. Ça évite d'avoir du plastique partout. Il faut que les gens ils aient le temps de recycler, ils aient le temps de réparer, de faire réparer leurs objets et pas de racheter tout de suite sur Amazon. Donc, vous voyez, c'est une logique où les gens doivent avoir plus de temps et donc le temps de travail aussi doit un peu diminuer pour que soit compatible le rythme de vie, soit compatible avec un rythme de vie qui préserve l'environnement. Ouais, le rapport au temps, c'est un sujet assez intéressant, je trouve, mais dont on parle pas, on C'est parle pas vrai. beaucoup actuellement. C'est vrai, je le prends que sur ce petit bout, mais effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus. On ne peut pas avoir des gens hyper stressés qui travaillent comme des fous et qui sont en même temps écolos. C'est pas Mhm. possible. Alors ensuite, le thème de l'écologie, bon, ne date pas d'hier en politique, mais son omniprésence, par contre, est plus récent, dans la mesure où on se rend compte, ben là on l'a vu tout au long de cet entretien, qu'il y a quand même un lien très fort entre écologie et politique de souveraineté. Pourquoi, d'après vous, est-ce que le camp souverainiste ou nationaliste, ou peu importe, a mis tant de temps à s'emparer de la question écologique? Est-ce que c'était quelque chose qui était inaudible avant, en fait? Alors, bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que il y a le fonctionnement des médias. C'est une petite partie de l'explication. C'est que les médias ne posent des questions écologiques qu'aux partis écologiques. Voilà. Oui, ça c'est vrai aussi. Oui. Donc, du coup, même, je le sais parce que j'ai été en politique, vraiment au cœur de la politique, hein, à conseiller des dirigeants. Du coup, même quand ils ont des idées, bah, ils se retrouvent avec zéro sujet, même s'ils ont plein d'idées à proposer. Donc ça, c'est un problème. Le vrai problème, le gros problème, la plus grosse partie du problème, c'est qu'une grande partie euh, des politiques qui sont souverainistes sont des gens de droite, plutôt de droite ou gaullistes. D'accord. Mhm. euh, Ceux qui sont de gauche, il y en a très peu. Il y a Georges Kuzmanovic, hein, c'est le seul à gauche pour moi, enfin le seul de taille à peu près correcte et encore à gauche, qui est d'ailleurs aussi écolo. Et donc, si vous voulez, il y a un problème parce que il y a une grosse partie de ces gens-là qui réfléchissent. Il y a une partie des gens de droite qui réfléchissent en disant l'écologie, c'est traité par la gauche, donc c'est une idée de gauche, donc l'écologie, comme la gauche est nulle, l'écologie c'est nul. Vous voyez, je simplifie au maximum, Oui, mais oui. c'est un peu. Donc on Oui, va taper sur l'écologie pour taper sur la gauche. il y a les mêmes biais à gauche pour d'autres sujets, quoi. C'est un C'est sujet de vrai. droite, donc on n'en parle pas. Voilà. Alors, par exemple, l'insécurité, c'est Voilà, exactement ce par qui se passe. exemple. Par exemple, vous avez tout à fait raison. Donc il y a ce problème-là. Et c'est un problème assez idiot. En revanche, moi, ce que je. Donc, et là c'est une faute grave parce que vous regardez les scores de Marine Le Pen, par exemple, qu'elle fait, eh bien, elle ne parle pas d'écologie et ils n'ont pas travaillé d'écologie, même s'ils sont plutôt d'accord sur le sujet, mais ils en parlent très peu parce qu'ils n'ont pas bossé le sujet. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils attirent très, très peu les jeunes. J'ai regardé, comparé les scores de la NUP par rapport au Front National, on voit que le Front National attire très peu en dessous de 35 ans parce qu'il ne parle pas d'écologie, notamment. Il y a vraiment ce fait-là qui est un fait marquant. Donc ça, c'est vraiment une très grave erreur que font les partis politiques. Après, c'est vrai que les partis souverainistes comme Debout la France, les Patriotes, Asselineau avec l'UPR font de l'écologie et sont d'accord avec la planification écologique et tous ces sujets, quoi. Ah oui, mais eux sont inaudibles, quoi. Enfin, non, je veux dire, on ne les entend pas dans les médias. Ouais. Enfin, ils sont C'est vrai qu'on inexistants, les quoi. entend peu dans les médias et ce qui est dommage, il faudrait qu'ils trouvent un moyen de plus en parler pour que finalement ils soient interrogés sur ces sujets. Même si je peux vous dire que pour avoir fait ça, parce que j'étais au Rassemblement national, hein, Front National entre 2014 et 2017, quand le Front National défendait la souveraineté nationale, eh bien, à cette époque-là, moi, j'étais chargé de l'écologie et je peux vous dire que les médias ne voulaient absolument pas qu'on parle de ce sujet-là. Ils faisaient tout pour éviter qu'on en parle. Donc, c'est une équation compliquée. D'accord. Bon, on arrive au bout de cet entretien. Alors, avant de conclure, je voulais vous poser une question que l'on pose à tous nos intervenants. Oui. Si la France était un livre, quel serait-il pour vous?
Alors, si la France était un livre, c'est pas une question simple. Non. Je peux vous dire les mémoires de De Gaulle, peut-être, parce que j'adore cet homme et pour moi, il représente vraiment la France et l'intelligence française au plus haut point, quoi, et sa profondeur, quoi. Ou alors les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Très bien Euh, aussi. pour la fantaisie, l'inventivité, la liberté, toutes ces valeurs françaises qu'il exalte au plus haut point. D'accord. Ben, je prends. Vous aimez les deux? Oui. Ah oui, super, oui, beaucoup. J'aime beaucoup Alexandre Dumas, oui, c'est vrai. Ouais, c'est un bonheur quoi, à lire. Donc voilà, nous arrivons au bout de cet entretien autour de votre ouvrage. Je rappelle comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, chez Jean-Cyril Godefroy, chez qui on pourra également retrouver Sortir du capitalisme du désastre. Pour vous suivre, il y a les réseaux sociaux. J'ai vu que vous étiez très présent, par exemple, sur Twitter, mais vous Oui, intervenez aussi beaucoup sur d'autres médias comme le nôtre à l'occasion. tout à fait. Donc, il y a moyen de vous suivre. Donc, merci beaucoup, Philippe Murer, Eh ben, et merci à vous. à bientôt peut-être. Oui, à bientôt. Et puis merci de faire toute cette éducation populaire et de travailler dans les provinces, dans les régions françaises, quoi. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à vous.